Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ici en direct sur le plateau de Figaro Immo, sur la home du Figaro.fr pour parler d'immobilier avec l'émission Les Clés de l'Immo, émission en direct. Chaque semaine, on répond à vos questions, on essaye de vous rendre service, vous qui avez un projet immobilier pour acheter, pour vendre, pour investir dans la pierre. On est là pour vous aider à éviter des pièges et trouver des solutions. Après le financement dans le neuf, après l'achat-vente avec les notaires, aujourd'hui on va parler de taux de crédit, on va parler de budget avec un expert, ou plutôt une experte qui est déjà venue dans l'émission, qu'on est très heureux d'avoir aujourd'hui, c'est Sandrine Alonier. Bonjour. Bonjour. Porte-parole, chargée des études de vousfinancer.com. Un mot pour Vous Financer quand même? Oui, Vous Financer qui vient d'atteindre 200 agences partout en France. Donc voilà, on est le 3e réseau national de courtage en crédit. D'accord, très bien. Et donc, Sandrine, vous connaissez l'exercice, donc vous allez répondre aux questions des internautes. Très nombreux depuis lundi, merci beaucoup, ça marche très très bien. Beaucoup de questions qu'on a pu récolter. Et puis évidemment, vous pouvez intervenir en direct, nous interpeller, nous donner un bon plan ou nous faire part de vos réflexions. On va évoquer à la fois, c'est beaucoup de questions sur l'actualité, évidemment des taux de crédit, mais aussi des conseils très pratiques. On est là jusqu'à 13h30, donc voilà, n'hésitez pas pour cette clé de l'IMO, la 18e émission. Alors on va commencer tout de suite avec une question. Sandrine, vous êtes prête? Tout à fait, bon. On y va. Question de Valérie. Alors Valérie nous dit, les taux des emprunts bancaires sont restés bas en 2018. Comment vont-ils évoluer cette année? Quand vont-ils remonter? Et si oui, de combien environ? C'est la grande question. La grande question. On aimerait bien avoir une boule de cristal. Bon, on n'en a pas. Vous l'avez. Mais on a eu le discours de Mario Draghi hier lors de la réunion de la Banque Centrale Européenne et qui a renouvelé sa volonté de maintenir les taux bas durant toute l'année. Selon lui, la croissance en France et dans la zone euro n'est pas suffisante. Les perspectives ne sont pas suffisamment bonnes pour qu'il y ait un changement de politique de la Banque Centrale Européenne. Or, c'est grâce à la BCE que depuis 4 ans, les taux de crédit se maintiennent à un niveau extrêmement bas. Donc on peut rassurer Valérie, les taux de crédit vont rester bas encore quasiment durant toute l'année. S'il y a une remontée, elle sera de l'ordre de 0,10% à 0,30%, ce qui est vraiment très peu sensible. C'est moins d'une dizaine d'euros sur une mensualité de prêt de 200 000 euros. Pour l'instant, on est à 1,51% en moyenne, toute durée confondue. C'est ça, ce sont les derniers chiffres à la fois de la Banque de France, je sais que Crédit Logement CSA aussi fait un baromètre régulier, et puis vous-même aussi. Tout à fait. Donc 1,50 en moyenne, toute durée confondue, ce qui est excellent. On était à 3,22 en 2012, on était à plus de 5% il y a 10 ans, donc c'est absolument incroyable, ce qui a été un dopant pour le marché de l'immobilier. Et donc vous nous dites, Sandrine, aujourd'hui, pas d'inquiétude, ça va continuer comme ça tout au long de l'année. Voilà, et s'il y a une remontée, on terminera l'année à 1,70%, mais ce qui n'est pas du tout de nature à décourager les projets immobiliers ou à casser la capacité d'emprunt. Mais s'il y a une raison objective d'une remontée des taux, elle peut venir d'où, en dehors de la BCE? Alors, la remontée des taux viendrait d'une éventuelle remontée des taux de refinancement, c'est-à-dire de l'argent, enfin du taux auquel les banques achètent elles-mêmes l'argent. Donc, c'est-à-dire qu'elles seraient obligées de remonter également leurs taux pour conserver des marges raisonnables. Mais sinon, il n'y a pas de raison que les taux remontent, puisque la volonté des banques aujourd'hui, c'est de soutenir la demande de crédit, et parce que c'est grâce au crédit immobilier qu'elles captent de nouveaux clients. Donc, elles n'ont pas du tout d'intérêt à remonter les taux pour empêcher les gens d'acheter. On est vraiment dans une politique de banques qui veulent prêter, elles ont des objectifs de production de crédit qui sont les mêmes que l'année dernière, qui a été une année encore proche des records. Donc vraiment là-dessus, nous n'avons pas d'inquiétude. De capter une nouvelle clientèle sur le produit immobilier qui marche très très bien. Tout à fait. D'accord. Question suivante, alors question de Pierre. Jusqu'à quel âge peut-on emprunter quand on est retraité? J'ai 69 ans, j'habite Reims, sans souci de santé et non fumeur. Y a-t-il des règles dans le domaine? Oui, tout à fait. Alors en fait, l'âge de fin de prêt, ça va dépendre en fait de l'assurance de prêt. La grosse question quand on est senior, c'est l'assurance de prêt qui peut avoir un coût élevé. Alors globalement, si vous prenez l'assurance de la banque, ce qu'on appelle l'assurance groupe, elle peut vous prêter jusqu'à 75 ans, âge de fin de prêt. Si vous avez 69 ans, vous pourrez donc emprunter sur 14 ans. En revanche, si vous prenez une assurance déléguée, une assurance extérieure, là, ça peut aller jusqu'à 90 voire 95 ans, âge de fin de prêt.
Donc il n'y a pas des banques qui disent jusqu'à 80, 85 ans, il faut au-delà, c'est pas possible. Vous nous dites non, il n'y a pas si de... au-delà de 75 ans, ce sera compliqué Ouais. avec l'assurance de la banque. Compliqué, mais ça ne veut pas dire impossible. Il faut dans ces cas-là prendre une assurance extérieure. On peut aussi emprunter sans assurance. Dans ces cas-là, on met un autre bien en garantie sur lequel on est déjà propriétaire. On peut également nantir un contrat d'assurance vie. Mais ce n'est pas conseillé, le mieux c'est d'avoir une assurance et on adapte la durée du prêt en fonction de ça. Le fait d'être à la retraite n'est pas du tout non plus un handicap. On va adapter la mensualité en fonction évidemment de la retraite. Et passé 65 ans, le prêt viager hypothécaire, par exemple, ça, c'est quelque chose qui est souvent pratiqué, souvent demandé ou pas? Oui, alors le prêt viager hypothécaire, c'est essentiellement pratiqué par le Crédit Foncier. Ouais. Donc on attend de voir si, avec l'arrêt de son activité, si ça va se poursuivre. Là, c'est plutôt une façon de rendre liquide son bien. Donc c'est un autre produit. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas d'âge pour acheter. Il faut savoir que les gens de plus de 50 ans qui achètent sont 15% de nos clients. Donc on peut tout à fait acheter en étant senior. Donc Pierre, allez-y, hein, donc il n'y a pas de raison, il faut y aller, 69 Mais ans. attention au coût de l'assurance quand même, il faut bien mettre en concurrence et les banques et les assurances déléguées pour être sûr d'avoir une assurance qui couvre sur la bonne durée. Très bon conseil, effectivement, de Sandrine. Alors, question suivante. Daniel, en CDD ou au chômage, est-il possible d'obtenir un crédit immobilier? Quels sont les organismes particuliers à contacter? Alors, il faut appeler qui? Alors, la liste ne va pas être très longue. Là, il faut se mouiller. Non, vraiment, là, il faut se rendre à l'évidence. Aujourd'hui, quand on emprunte sur 20 ans, ce qui va garantir le remboursement du prêt, c'est les revenus, évidemment, qu'on va pouvoir avoir. Donc, la banque demande, et ça, c'est le sésame, c'est vraiment d'être en CDI. C'est la condition sine qua non pour emprunter. Il peut être possible d'emprunter en CDD, mais dans certains cas, essentiellement si on est en CDD dans la fonction publique. Mais pourtant, il y a énormément de CDD. C'est vrai que de plus en plus, maintenant, les recrutements sont en CDD. Ça n'a pas de sens. Et là, les banques sont toujours très restrictives. Ouais, parce que 86% des embauches se font en effet en CDD. Après, dans le stock total de gens qui travaillent, il n'y en a que 15% en CDD. Le problème en France, c'est que beaucoup de CDD sont sur des périodes de moins d'un mois. On comprend bien qu'il est compliqué d'avoir un crédit immobilier avec un CDD de court terme. Mais si vous est dans la fonction publique en CDD, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Il faut avoir 2 à 3 ans d'ancienneté. Et si jamais vous voulez emprunter en CDD, le mieux est d'être en couple avec un CDI. Au début, du coup, vos revenus ne seront pas pris en compte. Mais lorsque vous passerez en CDI, on pourra prendre en compte vos revenus et adapter, et du coup, la mensualité du prêt. Donc, on le voit, un CDD, c'est pas simple. Et ceux qui sont intermittents du spectacle aussi, c'est un peu compliqué, avec des revenus irréguliers, des périodes où il n'y a rien, d'autres périodes où il y a un peu plus. Intermittents du spectacle et intérimaires sont des statuts qui sont plus favorisés par les banques. Intermittents du spectacle, on a pas mal d'établissements qui les prennent, notamment la Banque Postale. Et avec les intermittents du spectacle, on va même prendre en compte les revenus des ACDIC s'ils ne sont pas les revenus majoritaires. Donc pour les intermittents du spectacle, si c'est le cas depuis plus de 2 ans, à chaque fois la banque demande une ancienneté. On peut trouver des partenaires qui le feront. Et les intérimaires, c'est la même chose. Si ça fait plus de 2 à 3 ans, pas de problème non plus. Et Daniel donc complétait en demandant ceux qui sont au chômage. Alors là, c'est... Non, au chômage, malheureusement, on ne peut pas emprunter. Bon. Question de Virginie. Alors Virginie, avec mon ami, on compte acheter un appartement à Courbevoie. Notre banque nous propose d'emprunter sur 30 ans. Le coût total du crédit n'est pas trop élevé, mais est-ce que c'est pas risqué? Et peut-on changer en cours? Alors, en effet, c'est une très bonne question, puisque les prêts sur 30 ans reviennent sur le marché depuis le début de l'année 2018, tout simplement parce que les taux ont énormément baissé sur ces durées longues. En fait, auparavant, il était plus intéressant d'emprunter sur 30 ans parce qu'on avait un écart de 1% avec les prêts sur 25 ans. Donc, emprunter sur 30 ans ne permettait pas finalement ni d'emprunter plus, ni de faire baisser la mensualité. Aujourd'hui, ça permet à des primo-accédants de pouvoir acheter la surface suffisante pour se loger. Donc, il y a un vrai intérêt pour vous si vous achetez pour la première fois. Ça va vous permettre de mettre le pied à l'étrier, de faire votre première acquisition. Tous les établissements bancaires le font maintenant quasiment, les prêts sur 30 ans, sur des durées aussi longues. Tous ne le font pas. Certains s'arrêtent à 25 ans, mais on peut aussi aller à 27, 28 ans. On peut choisir un entre-deux. Et il y a quand même aujourd'hui plus de banques qui acceptent de prêter sur 30 ans à des taux plus avantageux, ce qui fait que vous ne trouvez pas que le coût du crédit est trop élevé. En termes de risque, le risque aussi a diminué puisque comme les taux sont plus bas, l'amortissement du capital se fait plus rapidement. Donc ce sont aujourd'hui des prêts moins risqués. Il faut savoir qu'en plus, si votre prêt est modulable, vous allez pouvoir, lorsque vous gagnerez peut-être plus d'argent, augmenter la mensualité de votre prêt et du coup en faire diminuer la durée. En plus, si vous gardez votre crédit que 7 ans pour ensuite acheter plus grand, vous pourrez à ce moment-là prendre une durée de prêt plus courte.
Oui, et puis généralement, on revend au bout de... Au bout de 9 ans. 9 ans, généralement, voilà, on revend au bout de 9 ans. Et donc, on peut en cours, de toute façon, moduler. C'est ce que vous nous dites. Hein, tout à fait. Il est possible d'augmenter la mensualité pour baisser la durée. Ce n'est pas le conseil de tout le monde, mais en tout cas, pour vous financer, vous, Sandrine, c'est 30 ans. Je pense que c'est le moyen de devenir propriétaire pour la première fois, de profiter des conditions de taux qui sont actuellement très basses. Et du coup, voilà, c'est le moyen d'acheter pour la première fois. Je le conseille pour les primo-accédants qui font leur premier achat. Très bien. Question suivante. Alors, Damien, avec, alors là, plein de questions là-dessus, avec le prélèvement à la source, les banques vont-elles regarder le salaire net? Au final, est-ce que la capacité d'emprunt ne sera pas revue à la baisse? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un attentisme si en voyant la feuille de paye, il y aura moins, finalement, on peut moins emprunter? Est-ce que vous le ressentez, ça? C'est une grosse question et qu'on a posée à nos partenaires bancaires il y a déjà maintenant plusieurs mois. Et les banques nous ont assuré qu'elles ne prendraient pas en compte le salaire après impôt, mais qu'elles continueraient à prendre le salaire avant impôt, qui va être inscrit en plus gros sur la fiche de paye. Donc du coup, il n'y a pas de changement de ce côté-là et pas de changement dans le calcul de la capacité d'emprunt. Ce qui est très important, du coup, théoriquement, ça ne va pas avoir d'impact. Ça, c'est la théorie. Oui. Dans la pratique, on constate déjà une baisse de la demande, notamment chez les plus jeunes, chez les primo-accédants, qui sont moins nombreux en ce début d'année. Potentiellement à cause de ça ou pas forcément? Potentiellement à cause de ça, mais pas uniquement. C'est vrai que là, les gens attendent beaucoup de voir quel va être l'impact réel du prélèvement à la source sur leur fiche de paye. Du coup, on a des gens qui ont peut-être différé leur achat plutôt sur des mois de février-mars. Donc ça, on craint en effet cet attentisme parce qu'on a fait un sondage avec Opinionway qui a révélé que 75% des moins de 35 ans craignaient avec le prélèvement à la source de voir leur capacité d'emprunt diminuer ou d'avoir plus de mal à rembourser leur crédit à cause de problèmes de gestion de budget. Donc on voit qu'il y a vraiment cette crainte en amont qui peut-être finalement se solutionnera une fois qu'on sera habitué à cette nouvelle gestion des finances. En attendant, ce qu'on craint également, c'est la multiplication des découverts bancaires, le temps de s'habituer à ce prélèvement de l'impôt qui est fait au tout début. Et dans ces cas-là, c'est vrai qu'il faut savoir qu'avec des découverts bancaires, on ne peut pas acheter. La banque va vous demander vos 3 derniers bulletins de paye et 3 derniers relevés de compte, et ceux-ci ne doivent pas laisser apparaître de découvert. Dans ces cas-là, il faudra différer un peu le projet. Donc Sandrine, selon vous, il y aura comme ça une période d'attentisme en fait pendant qui va durer quoi? 2-3 mois? Voilà, le premier trimestre, et après on aura un effet de rattrapage. Il faut que tout le monde s'habitue à ce nouveau mode de collecte de l'impôt. En tout cas, du côté des banques, elles comptent jouer le jeu et ne pas pénaliser les emprunteurs. Très bien. Sébastien, avec les gilets jaunes et la dégradation de la situation économique en France, l'immobilier ne risque-t-il pas de s'écrouler pour déboucher sur une bulle et les biens perdre de leur valeur? On a des questions qui sont bien dans l'actualité, donc c'est très agréable d'y répondre. En effet, ça aussi, ça peut être le deuxième effet qu'on constate depuis le début de l'année. On constate là aussi un ralentissement de toute façon générale sur tous les pans de l'économie, mais également sur l'immobilier. Alors de là, est-ce que ça se traduise par un effondrement? Franchement, je ne pense pas du tout. L'immobilier... Depuis les années 90, où l'immobilier s'était littéralement effondré après la On avait eu aussi un petit effet comme ça en 2008, où là, on avait un souci plutôt qui venait des banques et des taux de crédit. Là, on a des banques qui ont la volonté de prêter. On a des biens sur le marché, une offre qui est là, mais sans qu'elle soit trop importante, donc ce qui ne peut pas générer de chute des prix. Et on a surtout des fondamentaux qui sont bons. L'immobilier reste une valeur refuge pour les Français. Les autres placements ont une rentabilité qui est très faible. La bourse est très volatile. Donc aujourd'hui, voilà, les Français vont continuer et ont cet attachement pour la pierre qui devrait perdurer. Il n'empêche que c'est vrai qu'avec le mouvement des Gilets jaunes, puisque c'est quand même ce qui intéresse tout le monde en ce moment, on a eu des agences immobilières nous l'ont dit, des visites qui ont été annulées, notamment dans les grandes villes, parce que les gens ne pouvaient pas se déplacer, mais elles vont être reportées. Et on a aussi des gens qui ne sont pas forcément dans un contexte propice à l'achat immobilier, mais là aussi je pense qu'on aura un effet de rattrapage qui devrait rapidement se solutionner. C'est à surveiller très près. Alors on l'a senti dans l'immobilier haut de gamme, on a vu avec différents acteurs sur l'attentisme en tout cas d'acquéreurs étrangers qui disaient un peu mais qu'est-ce qui se passe chez vous en France, qu'est-ce que c'est que ces violences, de quoi s'agit-il? Nous, avant d'investir, on attend, on veut voir un petit peu comment ça va évoluer. Pour l'instant, sur l'immobilier généraliste, bon, il y a un peu d'attentisme, vous le disiez Sandrine, à la fois sur l'aspect prélèvement à la source, cet impact-là, et puis le climat, en fait, c'est plus cette notion de climat social et économique. Climat général, d'incertitude, est-ce qu'on va avoir encore des changements fiscaux, de nouvelles annonces du gouvernement pour faire face au mouvement? Tout ça, en effet, n'est pas de nature à amener un climat serein pour l'investissement. Ouais. Alors, on va essayer d'apporter un climat serein à Lucie, qui est la prochaine qui nous pose la question. Merci Lucie. À quel moment est-il intéressant de renégocier son crédit? On entend parfois des avis contradictoires sur la durée restante et le différentiel. Quel est votre conseil? Alors,
La bonne nouvelle, c'est qu'il est encore temps de renégocier son prêt. Chaque fois. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ouais. oui, parce que comme les taux ne cessent de baisser et qui se maintiennent à des taux très bas depuis 2 ans, donc il y a toujours des opportunités pour ceux qui ne l'ont pas fait de renégocier leur prêt. Alors, qui est concerné? Donc le conseil pour bien renégocier son prêt, il faut être plutôt dans le premier tiers de remboursement en termes de durée. C'est-à-dire que si vous avez emprunté sur 20 ans, mieux vaut avoir un crédit qui a moins de 7 ans, mais ce qui est souvent le cas. Plus vous êtes en début de prêt, plus vous payez d'intérêt et du coup, plus le levier de la renégociation va être important. Donc tous ceux qui ont pris un crédit début 2016, il y avait un écart de taux encore de 1 point. Donc là, il y a un vrai intérêt à renégocier, puisqu'en effet, c'est la deuxième condition. Il faut un écart de 0,70% à 1%. Minimum, oui, 1 point. Ceux qui avaient emprunté à l'époque, ça pouvait être 2,50. Aujourd'hui, ils peuvent avoir 1,50. C'est intéressant, voilà. Tout à fait. Là-dessus, c'est intéressant. Il y a un vrai intérêt. Minimum, 1 point d'écart. Tout à fait, mais pour les crédits récents, 0,70% peut suffire, puisque là, le levier de la renégociation est plus fort. Et enfin, il faut quand même qu'il y ait minimum encore à rembourser 70 000 ou 100 000 euros, puisqu'on ne va pas faire toutes les démarches qui impliquent souvent un changement de banque et des frais pour gagner que 2 000 euros. Voilà, ce ne serait pas suffisant sur une durée totale de crédit. Très bien. Question de Jérôme. Si l'on fait le ratio coût du crédit et prix de l'immobilier, quels sont les secteurs les plus intéressants dans l'ancien? Alors, le coût du crédit, le gros avantage, c'est qu'il est actuellement faible. Voilà, et c'est le cas partout. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des transactions records. On a dépassé 1 million de transactions si on fait neuf et anciens confondus. Oui, si on fait, neuf et anciens confondus. Vous avez essayé de me piéger. Non. Mais 965 en 2018, 000 voilà. 2018. Mais globalement, on atteint quand même tout secteur confondu les 1 million, justement parce que le coût du crédit a énormément baissé. Il a été divisé par 4 depuis 2012. Donc voilà, il y a un vrai intérêt à acheter. Je pense que la question porte plutôt sur la rentabilité plutôt d'un investissement. Et c'est vrai que parfois, si on recherche une rentabilité financière, mieux vaut investir dans des villes où le prix de l'immobilier est faible par rapport au montant des loyers que dans des grandes villes comme Paris. On a un prix de l'immobilier qui est très élevé et des loyers qui sont finalement pas 10 fois plus élevés qu'ailleurs. Donc je dirais que voilà, pour la rentabilité en tant que telle, c'est souvent des villes où les prix de l'immobilier sont moins élevés, comme Rennes qui est cité souvent, mais ça peut être aussi Strasbourg, Lille, voilà, des villes comme ça. Après, si on veut faire plutôt une espérance de plus-value ou un investissement plus patrimonial, plutôt sur le long terme, là il faut viser les grandes villes comme Paris, Lyon ou Bordeaux. Oui. On a vu que en tout cas, qu'il y a ces marchés de l'immobilier à plusieurs vitesses, avec Paris qui a énormément augmenté de près de 6% en l'espace d'1 an. On est à près de 10 000 euros du mètre carré à Paris. On a vu Lyon qui a aussi beaucoup augmenté. On est à près de 4 000 euros du mètre carré à Lyon, qui a pris 8% en l'espace d'une année. On a vu aussi Bordeaux, bien sûr. Bordeaux, on entendait dire non, ça se calme et tout. Ça ne s'est pas vraiment calmé. Bordeaux a pris plus de 20% ces dernières années. On est là aussi au-delà des 4 000 euros du mètre carré. Et puis effectivement, Sandrine, dès lors qu'on s'éloigne en fait des métropoles économiques attractives, on se retrouve avec des villes, on va dire, intéressantes où on peut devenir propriétaire pour moins de 2 000 euros par mètre carré. C'est le cas d'Angers, de Dijon, de Saint-Étienne, etc., etc. Donc voilà, il faut toujours avoir en tête, effectivement, les taux de crédit sont intéressants. Ça ne veut pas dire que les prix sont intéressants partout. Il faut vraiment mesurer le degré de ce marché et bien étudier en tout cas ces différents marchés avant de se lancer dans cette belle aventure immobilière. Bon. Question de Jean-Marie. Alors Jean-Marie nous dit, est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'emprunter sur 20 ou 25 ans sans apport personnel pour acheter en tant que primo-accédant un bien immobilier en résidence principale? Et si oui, auprès de quels organismes ou banques en Île-de-France? Oui, alors aujourd'hui, tout à fait, quand on est primo-accédant, il est possible d'emprunter sans apport, c'est-à-dire que la banque va vous prêter le montant du bien, mais également parfois les frais annexes. Donc ça, il faut voir s'il inclut également les frais dans la question de l'apport. Globalement, donc il y a 2 types de financement, soit à 110%, donc la banque va vous prêter la valeur du bien plus les frais, et ça les banques acceptent de le faire essentiellement. Elles font de plus en plus de prêter à 110%. Elles le font, mais sous condition que ce soit des jeunes, des primo-accédants. Quand on a moins de 30 ans, une banque peut comprendre qu'on n'est pas encore réussi à réunir les 10% qui sont le montant total des frais. Quand on achète un bien à 200 000 euros, il faut avoir 20 000 euros d'apport. Voilà, une banque peut comprendre que ce ne soit pas évident. Et plutôt en CDI, j'imagine. Bien sûr.
sûr, voilà, toujours en bon. CDI. En revanche, si on a 45, 50 ans, 45 ans, on va dire qu'on gagne 5 000 euros par mois, si on n'a pas pu se constituer un apport de 20 000 euros, là, la banque ne va pas accepter. Donc, je dirais que vraiment, ça dépend des profils. En tout cas, aujourd'hui, il est possible, avec 10% d'apport, d'emprunter dans la plupart des banques sur 20 et sur 25 ans. On a vu que les banques revenaient sur des durées longues et sans apport, c'est possible, mais plutôt si vous avez moins de 30 ou 35 ans. Donc c'est possible, moins de 30 ou 35 ans. Question de Nadine alors. Une connaissance me dit que changer d'assurance emprunteur permet de réaliser des économies de près de la moitié sur un emprunt à 200 000 euros. Est-ce que c'est vrai? Comment changer si ma banque refuse que je fasse appel à une autre assurance? Alors cet ami, chantage, cet ami vous veut du bien, puisque en Ouais. effet, on peut aujourd'hui réaliser des économies très importantes en changeant d'assurance. Mais à ce point-là, Ah oui, tout à fait à ce de la point-là. moitié, donc oui, c'est ça, on ne se C'est rend à- pas compte ce que représente l'assurance emprunteur sur le coût total d'un crédit. Oui, en fait, aujourd'hui, les taux de crédit ont énormément baissé, on l'a dit plusieurs fois, à tel point que parfois, le montant total de l'assurance est aussi élevé que le montant des intérêts. Donc, il faut être vigilant sur le coût de l'assurance, dont le poids finalement a augmenté avec la baisse des taux de crédit. Donc aujourd'hui, il y a deux solutions. Soit on peut prendre l'assurance de la banque, qui est ce qu'on appelle l'assurance groupe, qui est, je dirais, mutualisée en fonction des profils, dont le taux est globalement mutualisé. Soit sinon on prend une assurance déléguée, une assurance individuelle, où là on va avoir un taux plus affiné. Et par exemple, pour un crédit de 200 000 euros sur 20 ans à 1,5%, eh bien, on pourra avoir une assurance à 0,35% si on a 30 ans dans une banque, mais une délégation d'assurance à 0,10%. Dans ces cas-là, le coût de l'assurance passe de 14 000 euros à 4 000 euros. Donc, il est diminué de plus que de moitié. Donc, voilà, donc il y a vraiment des économies à faire. Alors, dans son cas précis, donc, comment on fait pour changer d'assurance? Il y a des lois qui ont été mises en place pour faciliter ça. Soit on peut le faire dans les 12 mois suivant la souscription du prêt, grâce à la loi Hamon, soit sinon on peut le faire à chaque date anniversaire du prêt, grâce à l'amendement Bourquin. Donc si vous voulez changer d'assurance, il faut d'abord faire les démarches pour trouver une assurance plus avantageuse, mais avec les mêmes garanties, et ça c'est très important, et envoyer ensuite un courrier à votre banque pour modifier ça 2 mois avant la date de fin de crédit. Enfin, la date anniversaire de l'assurance, qui est la date de signature de l'offre de prêt. Donc, très important, faites jouer la concurrence, résistez à la pression de votre banquier qui n'a pas envie de vous partir. Qui essaiera bien sûr il faut absolument résister. de vous conserver. Et puis on peut faire des simulations aussi en ligne, Sandrine, non? Sur Tout à justement fait, des bien sûr. comparateurs d'assurance. Oui, il y a énormément de comparateurs d'assurance. Donc voilà, il faut bien se renseigner et se dire que c'est possible, la loi le permet. Voilà, et il faut, c'est vrai, ne pas avoir peur de négocier parce qu'on peut avoir des réticences. Je vais avoir peur là-dessus. Bien, absolument. Question de Marie. Alors, quelles sont les règles aujourd'hui pour les crédits relais? Comment obtenir un crédit relais quand on est senior avec un bien mis en vente? Alors, les règles pour les crédits relais, en effet, c'est un gros sujet d'inquiétude pour les emprunteurs. Il y a toujours ce stress de savoir qu'on va devoir... Oui, c'est lorsqu'on achète un nouveau bien et qu'on n'a pas encore vendu l'ancien. Il faut dans ces cas-là bénéficier d'une avance de trésorerie tout en conservant encore son ancien crédit. Ce qui fait qu'on peut arriver à des mensualités de prêt qui sont assez lourdes à gérer sur une durée maximum de 1 à 2 ans. Donc c'est là que... Des situations qui ne sont pas faciles à vivre. Hein, c'est là que se joue un peu le stress. Donc pour ça, les banques ont mis en place une nouvelle formule qu'on appelle les prêts achat-revente, où notamment si vous avez encore du capital restendu sur votre bien à vendre, vous rachetez ce capital restendu pour avoir qu'une seule ligne de prêt. Ça permet d'avoir une mensualité moins lourde et plus de temps pour revendre. Donc moi, je conseillerais plutôt la solution achat-revente si on a déjà un crédit en cours. Et si ce n'est plus le cas, notamment peut-être dans le cadre d'un senior, on peut prendre un crédit relais sec. Et c'est vrai que si derrière, il n'y a pas de nouveaux crédits, ça intéresse moins les banques. Donc je dirais qu'il y a moins de partenaires qui sont susceptibles de prêter dans le cadre d'un relais sec, mais que c'est possible. Ça se trouve, il faut juste savoir que la banque vous prêtera seulement 70% de la valeur du bien s'il n'y a pas encore de compromis de vente signé. 70%, absolument. Hervé. Alors Hervé, est-ce que je suis obligé de prévenir ma banque si je veux faire appel à un courtier? Et comment les sélectionner? Tous prennent-ils des frais de dossier? Alors voilà, je pense qu'en effet... comment les sélectionner? Que vous financez. Et je pense que ce n'est pas qu'une question de prix de frais de dossier non plus. Ce serait dommage. Ça dépend de... On ne choisit pas une voiture juste en fonction de son prix. On la choisit en fonction du modèle et des options qu'on souhaite. Oui. Donc concernant le fait de prévenir sa banque, je pense que ce n'est pas du tout la bonne stratégie au début. Lorsque vous voulez faire appel à un courtier pour être accompagné de A à Z
et en plus réaliser des économies et sur l'assurance et sur le coût. Je pense que j'ai bien fait ma pub. Bien, donc au début, on lui dit rien en banque. Voilà, il ne faut surtout pas en parler à sa banque. Parce que même nous, en tant que courtier, on va avoir du poids pour négocier avec votre propre banque. C'est nous qui allons contacter votre banque en lui disant, bah voilà, votre client est venu nous voir. Sachez qu'on peut lui avoir de très bonnes conditions avec un concurrent. Si vous voulez le garder, je vous conseille de vous aligner. Donc on pourra même nous-mêmes négocier des taux plus bas. Tout à fait. Et comme sur par hasard, votre propre banque. Appeler, écoutez, il faut qu'on discute sans dire qu'il vous a eu au téléphone. C'est ça, si le non, dit, parce que dans ces cas-là, on passera quand même par nous. Oui. Mais c'est nous qui aurons géré et bien négocié avec la banque. Donc le mieux, c'est pas tout de suite d'en informer sa banque. Laissez-nous faire les démarches pour vous, c'est notre travail. Mettre en concurrence votre banque avec d'autres banques pour vous obtenir l'offre la plus avantageuse. Et surtout un accompagnement, parce que l'objectif du courtier, c'est d'aller avec vous au rendez-vous à la banque, jusqu'à la signature chez le notaire, d'être vraiment là à tous les moments et de vous faire gagner du temps. Et pour cela, évidemment, la plupart des courtiers prennent des frais. C'est de l'ordre de 1% du montant emprunté, avec globalement des plafonds. Nous, chez nous, on est aux alentours de 2 000 € de montant moyen d'honoraires. D'accord, donc c'est 1% à peu près. D'accord. Qu'on retrouve souvent, au final, l'emprunteur est gagnant et c'est pour ça que nous, on travaille beaucoup avec la recommandation parce que finalement, nos clients sont satisfaits et nous recommandent à d'autres parce que l'économie générée est plus importante, évidemment, que les honoraires qu'on facture. Très bien. À propos d'1%, question d'Ilan. Peut-on obtenir un taux de crédit de 1% pour 80 000 € empruntés et quelles conditions faut-il remplir? On n'est pas au courant de tout, on ne sait pas, mais... Oui, mais globalement, le sens de cette question, c'est comment bénéficier des taux les plus bas du marché. Et puis un peu sur les meilleurs profils aussi tout à fait. pour obtenir. Nous, on a réussi à négocier récemment du 0,90% sur 20 ans. Ça, c'est un record alors? Tout à fait. On est revenu même au niveau plus bas historique de 2016. Mais également 1,20% sur 25 ans et évidemment bien moins de 1% sur 15 ans. On peut être aux alentours de 0,7%. Quelle région à chaque fois pour ces cas? Alors, par exemple, le 1,20%, c'était à Laval pour un couple de cadres dans la fonction publique. Les fonctionnaires bénéficient souvent de très bons taux, mais également on a eu à Paris du 0,90% sur 20 ans pour un couple de primo-accédants avec certes des revenus confortables et pas mal d'apports. Mais voilà, globalement, aujourd'hui, les gens qui ont les taux les plus bas, ce sont les primo-accédants. Parce que ce que veulent les banques, on l'a dit tout à l'heure, c'est conquérir de nouveaux clients et des clients avec lesquels elles vont pouvoir avoir une relation bancaire suivie. Et c'est vrai qu'il y a 30 ans, on n'a pas encore d'assureur, on n'a pas encore de crédit auto, on n'a pas encore de produits placement. Donc la banque veut construire cette relation avec vous. Donc c'est vrai que si vous êtes primo-accédant, que vous avez moins de 35 ans, et que vous êtes en CDI avec une perspective de belle évolution de revenus, là vous êtes le client rêvé pour la banque et vous pouvez emprunter à des taux très bas. À propos de clients rêvés, c'est peut-être le cas de Stéphane. Stéphane, merci pour la question posée à Sandrine. Je suis locataire actuellement, ma situation professionnelle est stable. Je souhaiterais savoir quels sont les paramètres à prendre en compte pour choisir entre un achat en résidence principale ou un investissement locatif, sachant que mon loyer actuel est faible. Alors, ce match. Oui, tout à fait, c'est la grosse question. Investissement locatif, résidence principale, je suis locataire, mais j'ai un peu... Alors. Je dirais que la réponse est assez simple. Ça dépend évidemment de l'endroit où on vit et de l'endroit où on peut vivre. Souvent, lorsqu'on peut acheter sa résidence principale, c'est-à-dire acheter une surface suffisante dans laquelle on peut vivre, dans laquelle on puisse vivre, le mieux est quand même d'acheter sa résidence principale, puisque c'est aujourd'hui l'achat qui est le moins taxé. Alors que dès lors que vous allez faire un investissement locatif, le poids de la fiscalité va pouvoir un petit peu être dissuasif. Donc je dirais qu'aujourd'hui, si vous pouvez acheter votre résidence principale, c'est le premier achat à faire. Sinon, si vous habitez par exemple à Paris, on a énormément de clients parisiens qui ne souhaitent pas acheter à Paris parce que les prix sont trop élevés et qui font le choix d'acheter soit une résidence secondaire, soit un investissement locatif. Dans ces cas-là, ça reste un bon calcul puisque ça permet de bénéficier des taux bas, d'être propriétaire, de se constituer un patrimoine pour la retraite. Voilà, avec quand même ce que ça entraîne, souvent une imposition plus importante et sur la plus-value et sur les revenus générés. Donc là, dans ces cas-là, il faut se faire bien conseiller pour pas que la fiscalité soit trop pesante. D'accord. Eh bien, petite dernière question. Alors, on revient un petit peu, mais c'est l'actualité aussi. C'est Yves qui nous pose la question. On nous dit que les taux de crédit vont rester à 1,50 en moyenne cette année. Les taux d'emprunt d'État vont forcément remonter et remontent déjà. Les banques seront obligées de s'aligner. Quand verrons-nous le début de cette remontée? Alors, on a
un peu évoqué en début d'émission, on y revient. Oui, c'est important, c'est inquiétude. Oui, Yves n'a peut-être pas suivi les derniers chiffres, mais les taux d'emprunt d'État viennent de rebaisser. Voilà, c'est lié aussi au contexte économique et à la politique de la Banque Centrale Européenne. Finalement, aujourd'hui, dans ce contexte de croissance plutôt atone et de perspective, on n'est pas du tout comme aux États-Unis où on a cette relance, où on a cette croissance économique et ce chômage au plus bas. Voilà, en France, du coup, la situation économique, paradoxalement, maintient les taux d'emprunt d'État à des niveaux très bas. On est revenu à 0,60%. C'était un niveau auquel on était il y a 6 mois. Il faut savoir qu'il y a un an, on était encore à 0,90% pour les taux d'emprunt à 10 ans. Donc non, les taux d'emprunt d'État ont rebaissé et c'est ce qui nous conforte dans notre pronostic de non-remontée des taux, enfin de stabilisation des taux à un niveau très bas sur l'ensemble de l'année 2019. Donc Yves, a priori, pas de crainte. Pour l'instant, les taux d'emprunt d'État restent très bas et ne vont pas remonter tout de suite. Voilà, Yves, donc rassuré, on l'espère, comme tous les internautes, on est resté sur une note très positive. C'était un vrai plaisir avec Sandrine Alonier, porte-parole chargée des études de vousfinancer.com. Ça s'est bien passé. Très bien, ravi. Merci pour toutes vos questions. Avec plaisir. Bon. Merci à vous les internautes. Merci que vous avez été très nombreux à nous interpeller, à nous poser des questions. La semaine prochaine, alors on va quitter le domaine du financement, on parlera immobilier neuf. On fera une spéciale sur l'immobilier neuf. D'ici là, excellent week-end à vous tous et à très bientôt pour une prochaine édition des Clés de l'Immo.